Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes le mercredi 13 janvier. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Coup d'envoi des journées antillaises de diabétologie, une maladie qui touche une personne sur 12 en Guadeloupe. Petit déjeuner tardif, excès de sucre et de graisse, les Guadeloupéens ont pris de mauvaises habitudes alimentaires. Les conseils d'une nutritionniste dans ce journal. Effervescence dans le monde du tennis guadeloupéen à quelques jours de l'ouverture en ligne de la billetterie. Le journal, Aurélie Ronze. Et on va donc parler de santé puisqu'aujourd'hui c'était le coup d'envoi des journées antillaises de diabétologie et d'endocrinologie. Pendant 3 jours, les professionnels de santé vont donc échanger sur cette maladie qui touche une personne sur 12 dans notre archipel. Au programme également des animations grand public. Les détails avec Éric Pommier. Marguerite Cancel est la présidente de l'Association française des diabétiques de Guadeloupe. Une de ses missions ce matin, aller à la rencontre des professionnels et des laboratoires de santé. L'association est partenaire privilégié des journées guadeloupéennes du diabète. Le diabète, une réalité en France et notamment en Guadeloupe. En seulement 10 ans, le nombre de diabétiques est passé de 1,6 million à plus de 3 millions. Le taux de prévalence les plus élevés en France sont encore enregistrés en Outre-mer, 8,1% en Guadeloupe contre 8,1% à La Réunion. Mais c'est une maladie avec laquelle on vit, mais qui au départ ne pose pas vraiment de problème parce que, parlant du diabète de type 2, quand on est touché par ce diabète-là, on peut vivre des années avec sans le savoir. Donc c'est lorsque la maladie est déjà installée et qu'on se rend compte qu'il faut changer sa manière de vivre. Changer sa manière de vivre, autrement dit opter pour une bonne hygiène alimentaire, surveiller son poids ou pratiquer régulièrement une activité physique. C'est le message que veut faire passer l'association à travers ces journées. Car Marguerite Cancel rappelle les rôles essentiels de l'AGD, rassembler les patients diabétiques et leur entourage, apporter une aide psychologique aux patients, aider à la recherche et surtout développer des actions d'information, d'éducation et de prévention. Il y a un bus qui circule sur la Guadeloupe pour aller vers le public, pour pouvoir leur parler de la maladie, leur parler du traitement, rencontrer le public pour parler avec eux, avec le public des difficultés qu'ils rencontrent pour assumer, pour avoir un diabète équilibré, pour surveiller la maladie, pour vivre en fait avec. Un bus info-diabète dont le programme est réparti sur 4 communes. Demain, Sainte-Rose, jeudi, Le Moulet-Sainte-Anne et vendredi, le centre commercial Millénis. Autant d'arrêts nécessaires pour récolter de précieuses informations sur le diabète, une maladie qui a causé en 2014 la mort de 4,9 millions de personnes. Toutes les 7 secondes, une personne meurt de cette pathologie. Et avec nous ce soir, le docteur Claude Gruel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes endocrinologue à Pointe-à-Pitre. Alors, en quoi un endocrinologue peut aider une personne atteinte de diabète ? Alors, en fait, donc, l'endocrinologie, c'est l'étude des maladies hormonales, des hormones. Et c'est vrai que le diabète est, on y reviendra, une maladie où intervient donc une insuffisance hormonale, c'est-à-dire donc de l'insuline. Il y a une partie de l'endocrinologie qui est en fait la diabétologie, voilà, et c'est plus précisément la diabétologie qui s'occupe de la maladie qu'on appelle le diabète. Quelle est la situation en Guadeloupe ? Alors, en Guadeloupe, on l'a dit dans le reportage, une prévalence qui est aux alentours de 8,1-8,3% de la population connue comme étant traitée pour le diabète. Donc, ceux qui ne sont pas traités ou ceux qui ne se connaissent pas pour être diabétiques ne sont pas comptabilisés dans ce pourcentage-là, puisque ce sont des dossiers de la sécurité sociale. Ça veut dire que les estimations sont entre 8 et 10% de la population touchés par le diabète. Alors, c'est une prévalence qui est forte, donc en matière de santé publique, c'est important. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les chiffres antérieurs, on a constaté qu'il y a une progression un petit peu régulière du taux de diabétiques en Guadeloupe, comme un peu partout dans le monde. Alors, on rappelle qu'il existe plusieurs types de diabète. Oui, il existe plusieurs types de diabète. Donc, ce qu'on peut dire, pour rester simple, c'est qu'il y a quand même 2 grands types, 2 grandes formes de diabète. La forme qui nous touche particulièrement, c'est le diabète de type 2, c'est 90% des diabètes. Ce diabète de type 2, c'est un diabète qui survient en général à l'âge adulte et dans lequel il y a une forte hérédité.
Est-ce qu'on connaît justement les autres causes peut-être de cette prévalence en Guadeloupe ? Oui, alors il y a plusieurs causes en fait. Il y a plusieurs causes. Certaines causes sur lesquelles on ne va pas insister, mais il y a une cause génétique en particulier, puisque cette prévalence, on la retrouve quand même dans toutes les populations de la Caraïbe. On a une étude qui a été faite chez la population d'origine indienne chez nous, une étude qui commençait à être un petit peu ancienne, mais qui montrait une prévalence très importante, plus importante, donc de 33% de cette population touchée par la maladie, qui est un facteur génétique indéniable. Mais il faut dire que cette augmentation qu'on assiste un petit peu partout dans le monde est due aussi au fait que nous sommes des populations qui sont de plus en plus sédentaires. Donc c'est vrai qu'on aura l'occasion de parler de l'alimentation parce qu'on en parle beaucoup en matière de diabète, mais on oublie souvent que l'un des facteurs essentiels, c'est vraiment la sédentarité. Donc on ne bouge plus autant, on n'a pas de dépenses physiques importantes. On parlera d'ailleurs dans quelques instants de nos habitudes alimentaires qui peuvent être, vous le disiez, liées au diabète. Alors vous intervenez dans le cadre des journées antillaises de diabétologie et d'endocrinologie. Quelle est la finalité de ce colloque ? Alors c'est un colloque qui a trois objectifs. Donc tout d'abord, assurer un petit peu la formation des professionnels de santé, à savoir donc les médecins, les infirmiers, enfin bref, tous les professionnels de santé qui ont à s'occuper de diabète et de diabétiques. Donc assurer un petit peu cette formation, donc parler un petit peu des nouveautés. Et puis il y a une spécificité de ce colloque, c'est que c'est une rencontre, une des seules rencontres francophones où on parle des nouvelles technologies en matière de diabète, de traitement et de suivi de diabète. Un exemple justement de ces nouvelles technologies ? Un exemple, c'est par exemple les pompes à insuline, les pompes implantables, la façon les contrôles, les nouveaux types de contrôle du sucre, du taux de sucre, etc. Donc certaines applications sur les smartphones qui permettent des suivis un petit peu particuliers. Voilà, donc ce sont des exemples. Donc, et c'est la réunion francophone sur cet aspect. Et puis le troisième volet, c'est bien sûr aller, on l'a dit dans le reportage, vers le public pour en profiter, pour faire une sensibilisation, donc avec ce bus itinérant et une manifestation qui va se tenir samedi matin. Alors on parlait il y a quelques instants justement des habitudes alimentaires des Guadeloupéens. Qu'en est-il précisément ? On regarde le reportage de Muriel Barlagne et on en parle avec vous juste après. Karel Fernet est diététicienne nutritionniste. Elle s'est installée en Guadeloupe en 2008. Elle anime des ateliers et des conférences sur l'alimentation. Elle a pu observer des problèmes récurrents dans les habitudes alimentaires des Guadeloupéens. Selon elle, les déséquilibres apparaissent dès le matin. Ici, on se lèverait plus tôt qu'en métropole et on petit déjeunerait trop tard, voire pas du tout, ou mal, souvent avec une simple tranche de pain. Le petit déjeuner, quand on consomme du pain sec, par exemple, qu'on ne met pas de beurre ou qu'on ne met pas un œuf avec ou quelque chose qui va ralentir la digestion, on va le digérer très très vite. Et donc, par rapport à la glycémie, par rapport au pancréas, par rapport à la production d'insuline, par rapport aussi à la satiété, le risque d'avoir faim de nouveau, de grignoter, de revenir vers des aliments sucrés, ça va nous entraîner une difficulté. Donc en fait, le petit déjeuner, il faut vraiment mettre un produit qui va apporter ce qu'on appelle des sucres lents ou des sucres rapides, des glucides, et quelque chose qui va ralentir la digestion. Et ça, rapidement, après le lever. Les personnes qui poussent la porte du cabinet de Karel Fernet se disent de plus en plus occupées. Comme dans les grandes villes, elles n'ont plus le temps de cuisiner et se tournent vers les plats préparés, les restaurants, notamment les fast-foods, avec tous les excès de sucre et de graisse que cela comporte. Les fast-foods peuvent être intégrés dans une alimentation équilibrée, mais on ne doit pas en consommer plusieurs fois dans la semaine. Les fast-foods, déjà, il y a beaucoup de matières grasses saturées. On parlait des choix des matières grasses. Donc, dans les fast-foods, on ne va pas avoir de la bonne matière grasse. On ne va pas avoir des oméga 3, etc. On va plutôt avoir des matières grasses animales, des fritures. Donc ça va être souvent aussi salé. Donc l'une des premières pathologies par rapport va être peut-être, je penserais, aux maladies cardiovasculaires. Face aux maladies engendrées par les mauvaises habitudes alimentaires, nous ne sommes pas à égalité.
Certains s'en sortent quand d'autres développent des pathologies. Une alimentation équilibrée accompagnée d'une activité physique régulière doivent contribuer à nous préserver. Une réaction par rapport à ce reportage ? Oui, c'est un reportage intéressant parce qu'il met le doigt sur le fait que, effectivement, en fait, nos habitudes ont beaucoup changé, nos habitudes alimentaires. C'est un volet important sur les maladies chroniques, on en parle souvent, c'est ce volet un petit peu, c'est le volet nutritionnel. Je voudrais dire tout de même donc aux téléspectateurs que finalement, quand on a beaucoup réfléchi sur ça, mais lorsqu'on regarde l'alimentation traditionnelle antillaise, en fait, on avait souvent des repas, des plats qui étaient équilibrés. Donc dans tous les plats traditionnels, quand on réfléchit, il y a des légumes, il y a des féculents, etc. Et le fameux petit déjeuner, donc qui est pris un peu tard parce que les gens se lèvent très tôt. En fait, voilà, on se lève très tôt. C'était ce qu'on appelait à l'époque le didico. Le didico, certaines personnes savent ce que c'est. Donc c'était la collation avec la salade de concombre ou de tomates, avec la sardine, etc. Et donc tout ça a été transformé, elle a bien dit, par le fait que les gens sont de plus en plus pressés, qu'on ne cuisine plus, etc. Donc, et les industries n'ont pas mis à notre disposition des aliments qui ont la qualité qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait espérer. Et donc tout ça fait que les maladies de surcharge, les maladies chroniques se développent avec d'autres éléments, bien sûr, de l'environnement. Merci Dr Claude Gruel en tout cas d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau d'Alizé. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes endocrinologue et que vous participez donc à ces journées antillaises de diabétologie et d'endocrinologie. Merci beaucoup. On va rester dans le domaine de la santé avec ce chèque de 42 152 € qui a été remis cet après-midi à l'association Guadeloupe Espoir Drépanocytose. Des fonds qui avaient été récoltés il y a quelques mois dans le cadre de la course 5K McDonald's ainsi que dans le cadre de l'opération Macapidé. Était notamment présente le nouveau maire de Bémao, Hélène Molia-Polyfonte, des fonds qui vont notamment permettre d'améliorer la prise en charge et le bien-être des enfants guadeloupéens atteints de cette maladie. Marie-France Tyrolien, la présidente de l'association Guadeloupe Espoir Drépanocytose, en a dit plus à Max Cyril. Cette année, nous avons un grand projet qui sera vraiment prioritaire. Ça sera les assises internationales de la drépanocytose. On voudrait, pour une fois, faire venir les chercheurs, les médecins, du monde, enfin quand je dis du monde entier, en tout cas des endroits où il y a des malades atteints de la drépanocytose, pour qu'ils viennent en Guadeloupe, pour qu'on puisse leur parler de drépanocytose et qu'ils puissent voir qu'en Guadeloupe, beaucoup de choses se font. Alors ça va demander beaucoup de fonds, on va aller chercher de l'argent un peu partout, donc à bon entendeur, salut. Et on va essayer de les faire venir, parce qu'on a entendu parler de thérapie génie avec succès, on voudra en savoir plus, parce que beaucoup d'enfants ici ont envie de bénéficier de la thérapie génie. Alors on espère qu'on va réussir. On voudrait faire ça vers octobre-novembre 2016 et on espère bien qu'on y arrivera. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Direction ce soir la Barbade, Saint-Kitts-et-Nevis ainsi que la Jamaïque. Voici la Minute Caraïbe. Barbade. Dans une déclaration publique inhabituellement franche, l'ambassade des États-Unis à Barbade a appelé le gouvernement de Sainte-Lucie à assurer l'application du droit. L'ambassade fait remarquer qu'en 2014, le gouvernement de Sainte-Lucie a sollicité l'Agence de la criminalité et de la sécurité, l'Impax, de la CARICOM, pour mener une enquête sur les allégations selon lesquelles des membres de l'aviation royale du Saint-Lucia Police auraient commis des crimes entre 2010 et 2011. L'ambassade reproche au gouvernement saint-lucien d'avoir arrêté toute poursuite judiciaire à la suite de la publication du rapport de l'Impax. Or, selon elle, il en va du respect des droits humains et de la réputation à l'international de Sainte-Lucie. L'ambassade des États-Unis encourage le gouvernement saint-lucien à activer le comité de surveillance promis par le Premier ministre. Ce comité donnerait un signe fort que l'ensemble du gouvernement s'engage pour une justice équitable et transparente. Saint-Kitts-et-Nevis. Suite à sa visite à Saint-Kitts-et-Nevis, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est confronté à de vives questions relatives à de possibles engagements qu'il aurait pris pour lever les restrictions de visa. Ce sont deux politiciens canadiens qui ont interrogé le Premier ministre sur ses propos après un article du Saint-Kitts-Nevis Observer.
Le journal Kittitien fait état d'une réunion tenue entre Justin Trudeau et Mark Brantley, le ministre des Affaires étrangères de l'archipel. Les politiciens canadiens rappellent que les mesures restrictives entourant les visas doivent être sauvegardées en raison de tentatives de certains ressortissants iraniens à entrer au Canada à partir de passeports de Saint Kitts. Des ressortissants iraniens sous contrat avec le régime de Téhéran ont déjà utilisé les passeports de Saint Kitts pour blanchir des millions de dollars pour les mollahs de Téhéran. Il rappelle que des ressortissants syriens avaient tenté la même opération il y a peu et que la politique des visas du Canada ne doit pas être prise à la légère. Jamaïque. La Jamaïque accueillera sa première grande station hôtelière avec le projet Célébration de la Jamaïque, prévu pour sortir de terre cette année. Le projet hôtelier est une véritable station intégrée comprenant un casino, de nombreuses installations de divertissement et de restauration et 2000 chambres d'hôtel. Célébration de la Jamaïque sera construit en plusieurs étapes à Rose Hall, dans la grande région de Montego Bay. D'abord la construction de 1000 chambres à commercialiser, puis une seconde phase de 1000 autres chambres avec un studio de musique, un théâtre de 1200 places, une salle de banquet et un casino. Robert Trotta, le fondateur du Célébration de la Jamaïque, déclare que le projet viserait à célébrer toutes les choses de la musique jamaïcaine et de la Jamaïque en général. Pour le casino, les experts sont originaires du Canada, avec l'expérience et l'exploitation de 30 propriétés similaires à l'échelle internationale. De quoi prévoir un vif succès de l'opération jamaïcaine. Retour en Guadeloupe avec le comité de défense des usagers de l'eau qui demande au préfet de retarder la signature de l'arrêté pour la création du nouveau syndicat eau de Guadeloupe. Le comité veut en effet faire partie de cette structure. Je vous propose d'écouter le président du comité, Germain Parent. Il est interrogé par Muriel Barlagne. Ce syndicat mixte qui est en train de se créer, se mettre en place par un arrêté préfectoral qui doit être signé demain, nous disons non au préfet. Nous ne sommes pas contre cette assemblée unique, mais nous voulons surseoir sur cet arrêté que le préfet ne le signe pas et qu'il invite tous les protagonistes de l'eau, les travailleurs, les techniciens et les associations de défense, les comités de défense et tous ceux qui peuvent apporter un peu plus d'eau à ce moulin-là pour les aider à travailler. On ne peut pas, et on le regrette et on le dit, les politiques ont échoué depuis des années sur cette histoire d'eau. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir de l'eau Guadeloupe. Il faut que chacun trouve sa place et les représentants d'usagers doivent trouver sa place à l'intérieur pour pouvoir débattre ensemble avec eux et pour leur dire ce qui est bon pour la Guadeloupe, ce qui n'est pas bon pour la Guadeloupe. Nous ne pouvons en aucun cas accepter et tolérer que le prix de l'eau n'est pas défendu avec les usagers. Sinon, on a dit au préfet et on le lui dit encore à nouveau, nous allons haut et fort réclamer à tous les Guadeloupéens, tous ceux qui payent, d'arrêter de payer s'ils signent cet arrêté-là. Et selon nos informations, le préfet ne signera pas d'arrêté demain puisque des discussions sont en cours. On ouvre notre page des sports, J-2 avant l'ouverture de la billetterie pour le premier tour de la Coupe Davis de tennis. Dans un premier temps, seuls les licenciés des Antilles-Guyane pourront acheter leurs billets. Des licenciés guadeloupéens qui se sentent d'ailleurs très concernés par cette compétition, comme l'a constaté cet après-midi Anne-Elisabeth Artsen. À quelques mois du premier tour de la Coupe Davis, la Guadeloupe du tennis est en effervescence. Véritable défi logistique et financier, ce tournoi international est une aubaine économique pour notre territoire, mais aussi une belle expérience pour nos tennisman en devenir. Moi, j'aurais pas pensé que Gaël, mon fils, serait venu pour la Coupe Davis en Guadeloupe. Donc, c'est une grande opportunité pour moi de voir Gaël, mon fils, son gars, jouer. Comme on dit, la Guadeloupe, c'est une terre de champions, une terre de sport. Du coup, là, ils vont reconnaître notre Guadeloupe sur le milieu tennistique. Parce qu'on connaît déjà la Guadeloupe sur le milieu du football et tout. Ça permettra de voir de grands joueurs, d'avoir plus de technicité, voir plus de technique et tout, voir du beau jeu. Ça sera un plaisir pour les yeux. Emeric, joueur confirmé, pourrait devenir ramasseur de balles durant la Coupe Davis. Un rêve qui pourrait très vite devenir réalité. C'est surtout un rêve d'être au contact des joueurs. Pour moi, c'est une grande opportunité de rencontrer Gasquet, Tsonga et les meilleurs joueurs mondiaux.
parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir participer à ce genre d'événement. Pour Sandrine Guéraud, directrice sportive, cette compétition est l'occasion d'ouvrir les portes du tennis à tous les Guadeloupéens. On espère sincèrement qu'il va y avoir un nouvel essor au niveau du tennis. Et on sait très bien que quand il y a un événement comme ça, comme la Coupe du Monde de rugby, de foot, de tennis, d'un seul coup, boum, il y a plus de licenciés, ça draine beaucoup d'enfants. Donc vraiment, ce qu'on souhaite, c'est que ça puisse s'ouvrir à d'autres milieux. Pour nous, c'est vraiment une chance d'avoir des grands champions comme Gasquet, comme mon fils qui est l'enfant du pays, comme Tsonga, de pouvoir venir sur l'île et que les enfants, c'est un rêve d'approcher ces joueurs qui à l'époque n'aimaient pas voir Steffi Graf, Agassi, Sabatini. Donc vraiment cette fois-ci, entre parenthèses, il pourrait avoir un mini Roland-Garros à Bémao. Dès vendredi, les licenciés antillais et guyanais pourront acquérir leurs billets sur le site de la Fédération pour ce premier tour de Coupe Davis. Pour le grand public, la vente en ligne notamment débutera le 21 janvier 2016, toujours sur le site de la Fédération française de tennis. Les personnes à mobilité réduite pourront quant à elles acheter leur place uniquement par téléphone à compter du 25 janvier 2016. Sport toujours avec une première dans la Caraïbe les 23 et 24 janvier prochains se déroulera en Guadeloupe le Tri-Series Caraïbes, une compétition de triathlon étalée sur 2 jours avec 4 étapes. Originalité, un maillot jaune sera remis au lauréat de la première étape. Éric Pommier nous en dit plus. Gaëtan Féteau est l'heureux organisateur de la Tri-Series Caraïbes qui se tiendra les 23 et 24 janvier prochains. Particularité de l'événement, c'est un triathlon qui se déroule en plusieurs étapes. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Moi, j'ai participé à cette épreuve en métropole, la Coupe Oxygène. J'avais été vraiment séduit par cette épreuve atypique, puisque c'est comme une épreuve par étape cycliste, mais en triathlon, donc c'est vraiment rare. Il n'y en avait pas dans la Caraïbe. Je voulais vraiment apporter ce projet. Aujourd'hui, c'est fait. C'est fait. Et bonne nouvelle, près d'une centaine de participants est attendu. Martinique, Trinidad, Grenade, Saint-Martin et Saint-Barthélemy seront présents pour une course placée sous le signe de l'originalité. Donc 3 fois plus de difficultés, j'ai envie de dire. Donc un aquathlon, un duathlon, un triathlon, où on va remettre un maillot de leader à l'issue donc des étapes. Donc un petit peu comme ça se fait sur le Tour de la Guadeloupe. Donc il y aura un maillot jaune de leader du classement général, un maillot vert pour le classement du vétéran, plus de 40 ans, un maillot du meilleur jeune et un maillot rose de leader féminin. Donc voilà ces petites nouveautés par rapport à un triathlon classique. Le champion du monde espoir sera de la partie, également le champion anti-Guyane et la championne anti-Guyane. Aux côtés de ces champions, quelques novices qui devront tirer leur épingle du jeu. Parce qu'on peut être très bon nageur, très bon cycliste, très bon à pied. Si on n'est pas habitué à enchaîner l'épreuve et à enchaîner les disciplines, on craquera dès la deuxième étape. Donc il faut une préparation foncière mais aussi rapide de vitesse puisque c'est des épreuves très courtes où il va falloir faire monter le cardio. Donc ça promet du spectacle durant le week-end. Duathlon, aquathlon, triathlon programme, tout se jouera dès le samedi 23 janvier à la piscine intercommunale des Abîmes. Première difficulté, 500 mètres de natation puis 3 km à pied. On évoque déjà le nom d'Olivier Noglotte, le Guadeloupéen, champion anti-Guyane. On va terminer avec de la culture. Le Fort Fleur d'Épée au Gosier accueille en ce moment une exposition qui a pour thème État d'âme, état d'art. Les peintures et les photographies sont l'œuvre des membres de l'atelier de la Tour. Visite guidée en compagnie de Max Cyril. Jusqu'au 22 janvier, l'atelier de la Tour, animé depuis une vingtaine d'années par Françoise Gognier-Goubert, expose les tableaux de ses élèves qui travaillent à la méthode traditionnelle à l'huile. Cette nouvelle exposition, intitulée État d'âme, état d'art, permet d'admirer des peintures figuratives, mais aussi des photos. Cette année, nous avons voulu être plus ambitieuses et penser à travailler un sentiment avant de faire une image. Donc l'exposition que vous voyez représente les efforts d'une dizaine de personnes pendant 18 mois, où nous avons travaillé avec d'abord un papier et un crayon pour faire revenir à la surface les souvenirs, associer un souvenir avec un sentiment et comment habiller le sentiment. J'aimerais que les personnes qui viennent voir sentent que la peinture n'est pas réservée aux personnes qui sont douées de naissance, mais que c'est le résultat d'un travail
et que c'est le résultat d'une ambition et d'un enthousiasme. C'est une joie de vivre. L'exposition nous fera entre autres prendre conscience de l'importance du respect de l'environnement. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. Le soleil sera bien présent malgré un léger voile nuageux. Les températures au réveil afficheront entre 23 et 26 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi d'une météo plus détaillée de notre région. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1 puis les pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Votre soirée sur Alizé, E égale M6 suivi de L'amour est dans le pré les 10 ans. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute votre actualité locale et régionale. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé.